Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder une question qui est à la fois très intime, très profonde, je pense, pour beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment ressentir physiquement la présence de quelqu'un qu'on a perdu? Ah oui, Vous savez, une caresse, une main sur l'épaule. Est-ce que ce genre de contact, c'est envisageable avec quelqu'un qui n'est plus là physiquement? c'est une question très, très touchante, oui, et qui revient souvent en fait. On va explorer ça ensemble aujourd'hui. On va regarder un peu les idées, les expériences qui sont parfois rapportées, et puis essayer de voir ce que ça peut signifier tout ça pour ceux qui restent. Oui, parce que l'idée de fond, c'est ça, non? C'est une sorte de connexion qui dépasserait la mort physique en quelque sorte. Exactement. On parle de cette croyance ou parfois même de cette expérience vécue, hein, où un contact, un vrai contact tactile, pourrait arriver entre nous et un proche disparu. Et c'est tout à fait ça. Et au-delà du phénomène lui-même, ça touche vraiment à notre façon de vivre le deuil, le souvenir. Le lien, quoi. Pour certaines personnes, le simple fait d'imaginer ça ou de le vivre, ça apporte un réconfort énorme. Oui, une présence continue peut-être. Voilà, c'est ça. Comme une forme de communication silencieuse qui apaise un peu la douleur de l'absence. C'est, disons, une manière d'explorer la nature des liens qui nous unissent, peut-être même au-delà de la vie physique telle qu'on la connaît. Alors allons-y, creusons un peu. Un des points qui ressort fort des récits, c'est cette affirmation, oui, ce contact physique, ce serait possible. Oui, Il y a cet exemple assez incroyable, je trouve. Quelqu'un qui raconte avoir perdu un ami très très proche. Apparemment, ils avaient un petit jeu entre eux, un peu potache, des tapes amicales sur les jambes, ce genre de choses. d'accord. Et quelques jours après le décès, cette personne est seule chez elle, et là, soudainement, elle ressent très très nettement cette sensation familière sur les jambes. Comme les tapes de son ami. Ah oui, quand même. Il paraît même qu'une marque serait apparue, mais bon, ça c'est... Et malgré la tristesse, évidemment, un sourire lui serait venu. La certitude immédiate, c'est lui. Un signe, un cadeau, quoi. C'est fort comme témoignage. Essayons de voir ce qui pourrait se cacher derrière ça. Ben oui, c'est fascinant. Et l'explication qui revient souvent dans les réflexions qu'on a pu lire, elle tourne autour de l'énergie. L'idée de base, c'est que tout est énergie, nous, l'univers, tout ça, D'accord. et donc ceux qui nous ont quittés aussi. Certaines approches, elles décrivent l'être humain comme ayant plusieurs couches, si on veut, plusieurs corps énergétiques, Mhm. et l'un d'eux, qu'on appelle parfois le corps éthérique, imaginez une sorte de double énergétique très proche du corps physique, un peu comme un patron invisible, eh bien ce corps-là serait encore très dense, très présent, juste après le décès. Très proche de notre réalité matérielle, en fait. Dense. C'est-à-dire, c'est cette densité qui permettrait le contact. C'est l'idée, oui. L'hypothèse avancée, c'est que cette énergie, parce qu'elle est encore proche de notre vibration, de la matière, elle pourrait interagir avec notre monde physique de façon plus tangible. Ah d'accord. Elle pourrait provoquer une sensation tactile, comme dans l'exemple, ou même, dans certains cas qu'on rapporte, elle pourrait faire bouger un petit objet léger. C'est pour ça que les sensations de présence ou les contacts seraient plus fréquents au début. Voilà, c'est une explication possible. Juste après le décès, les phénomènes seraient plus nets, plus physiques, parce que la conscience de la personne aurait encore, disons, une empreinte énergétique forte dans notre dimension, comme si elle avait encore un pied ici, pour un temps. Je vois, c'est une image assez claire. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ça s'estompe forcément vite, cette densité? Parce qu'il y a aussi des gens qui racontent des expériences qui durent ou qui arrivent bien plus tard, non? Des mois, des années après. C'est une excellente remarque, oui. Et les différentes perspectives apportent des nuances là-dessus. Normalement, on pourrait penser que oui. Cette énergie plus dense, liée au corps physique, elle s'allège petit à petit, la conscience s'adapte à sa nouvelle réalité, elle se détache de cette empreinte plus matérielle. Logique. Mais il est aussi suggéré que toutes les consciences ne suivent pas forcément le même chemin ou le même rythme. Certaines pourraient choisir, consciemment ou pas d'ailleurs, choisir de maintenir une vibration plus proche de la nôtre pendant un certain temps. Ah, choix. Mais pourquoi faire ça? C'est pas un peu problématique pour l'évolution de cette conscience? Alors, vu sous l'angle des raisons souvent évoquées, ce n'est pas forcément perçu comme quelque chose de négatif ou comme un blocage. Les motivations seraient souvent liées à des liens d'amour très très forts avec les vivants. Ah oui? Ou parfois à un sentiment d'avoir une mission à terminer, quelque chose à régler, à dire à un proche.
Un attachement particulier à un lieu aussi parfois. Ou des affaires non réglées, comme on dit. D'accord. Donc, dans cette vision des choses, ce ne serait pas une errance triste ou négative, mais plutôt une sorte de prolongation volontaire, si on veut, souvent motivée par l'amour, le souci de l'autre ou le besoin de clore quelque chose. Et ça expliquerait pourquoi certains continuent de percevoir des signes très physiques. Comme cet autre exemple dont on entend parler parfois, une canette, je crois, qui bouge toute seule sur un bureau bien après le décès. Tout à fait. Dans cette logique-là, un objet qui bouge, ce serait pas forcément un truc effrayant ou une entité bizarre, ça pourrait être vu comme une tentative de communication d'un proche. Qui utilise un moyen tangible. Exactement. Soit parce que son état énergétique le lui permet encore, soit parce qu'il sait que c'est ce moyen-là qui va attirer l'attention de la personne en deuil. Et la nature même du signe, son côté physique, concret, pourrait même du coup donner une indication sur l'état énergétique de cette présence, sa proximité vibratoire avec nous à ce moment-là. C'est là que ça devient vraiment subtil. Donc si je résume l'idée, plus le signe est physique, concret, l'objet qui bouge, la sensation tactile, plus l'énergie de la personne serait encore proche, dense. C'est l'idée générale, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit des signes qui sont beaucoup plus évanescents? Une odeur, un rêve. Qu'est-ce que ça indiquerait, ça, selon cette même logique? Mais justement, on pourrait imaginer un spectre de manifestations. Et ces signes plus subtils, ils sont aussi très souvent rapportés, oui. Par exemple, une odeur. Très familière, Le parfum de la personne, l'odeur de son tabac, même une odeur de cuisine qu'elle faisait souvent. qui apparaît comme ça, de nulle part. Voilà, sans aucune source logique dans la pièce. Ou alors un rêve, mais un rêve de visite très très réaliste, où on a l'impression d'avoir eu une vraie conversation, un vrai contact. Hmm. Ou plus simplement encore une intuition, une certitude intérieure très forte, soudaine, de la présence de l'autre à ses côtés. Ces manifestations plus légères, elles pourraient indiquer une communication différente. D'une conscience peut-être plus éloignée énergétiquement. Peut-être, oui, ou qui a évolué vers des plans vibratoires moins denses, ou simplement qui utilise un autre canal plus intuitif, plus télépathique, disons. Chaque connexion est vraiment unique. Et le mode de communication peut aussi changer avec le temps, hein. Ça soulève une question importante et très pratique pour les personnes qui nous écoutent et qui vivent peut-être un deuil en ce moment. Et si on souhaite être plus ouvert à ces signes, qu'ils soient physiques ou subtils, est-ce qu'il y a des choses à faire pour favoriser sa propre réceptivité? Sans forcer, bien sûr. Elles convergent souvent vers des pratiques pour calmer notre propre agitation mentale. Le mental, oui. Voilà. Et développer une plus grande conscience intérieure. La méditation régulière, c'est très souvent cité. Mais ça peut faire peur, la méditation, pour certains. Faut s'asseoir en lotus pendant des heures? Ah non, pas du tout. Attention, hein, ça peut être très simple. Juste prendre quelques minutes chaque jour. Se poser, respirer consciemment. Ou même méditer en marchant, tu vois, en étant juste pleinement présent à ses sensations, à la nature autour. L'idée, c'est surtout de réduire le bruit intérieur, le flot des pensées qui nous emportent tout le temps. D'accord. Et en dehors de la méditation elle-même, il y a d'autres pistes? Oui, une autre chose souvent suggérée, c'est tout simplement de parler à ses proches disparus. Ah oui, Oui, intérieurement, dans son cœur, ou même à voix haute, quand on est seul. leur dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, leur raconter sa journée, et puis rester juste ouvert. Ouverte à une forme de réponse, quelle qu'elle soit, sans attente précise, sans exiger un signe particulier. C'est une question d'ouverture, en fait. C'est ça. Et puis, être attentif aussi à ce qu'on appelle parfois les synchronicités, tu sais, ces coïncidences un peu bizarres, mais qui ont l'air d'avoir un sens pour nous. Genre la chanson qui passe à la radio, pile au moment où on pense à la personne. Voilà, ce genre de choses. Ou tomber sur un objet qui lui appartenait dans un endroit improbable. Il ne s'agit pas de tout surinterpréter, hein, attention, mais juste de rester curieux, observateur. Des petits clins d'œil, peut-être. On a l'impression quand même que notre propre état d'esprit, notre intention, ça joue un rôle énorme là-dedans, non? Le fait d'être ouvert, de croire que c'est possible, c'est presque nécessaire. Ah oui, absolument. Toutes les perspectives insistent là-dessus. Une attitude d'ouverture qui est empreinte d'amour, de gratitude même, envers la personne disparue, ça semble créer un climat beaucoup plus favorable. Que la peur ou le doute.
Exactement. Ou pire, l'exigence. Demander un signe avec insistance, vouloir une preuve à tout prix, ça pourrait même, paradoxalement, bloquer les choses. C'est comme si l'énergie de l'attente, un peu crispée, elle fermait la porte, tu vois. Je vois. Et il y a aussi cette remarque intéressante qui est souvent faite. La douleur très très intense du deuil, la souffrance aiguë du début, ça peut nous rendre moins réceptifs. Et c'est normal, c'est compréhensible. C'est comme si notre propre tristesse faisait écran. C'est une bonne image, oui. L'énergie de la peine, elle peut être tellement prenante, tellement dense, elle aussi, qu'elle voile un peu nos perceptions plus fines. On est juste submergé. Oui. Et puis, un jour, des semaines, des mois, parfois des années plus tard, dans un moment de calme, comme ça, on est tranquille, l'esprit apaisé, eh bien c'est là que ça peut arriver. La petite caresse, l'odeur, la sensation de présence, de manière totalement inattendue. D'où l'importance d'aborder ça avec le cœur, en fait. Voilà, dans l'amour et la confiance, plutôt que dans la peur ou l'attente impatiente. C'est souvent ce qui est conseillé. Alors, si on revient à la question du deuil, qu'est-ce que tout ça, ça implique concrètement pour quelqu'un qui traverse cette épreuve? Est-ce qu'il faut absolument attendre ces signes, les chercher? Est-ce que le fait d'en recevoir ou pas, ça change quelque chose au deuil lui-même? C'est un point vraiment délicat et essentiel. C'est vrai que quand ces expériences de contact arrivent, qu'elles soient physiques ou plus subtiles, elles peuvent apporter un réconfort immense. Une validation peut-être? Oui, c'est souvent vécu comme ça. Une validation que le lien n'est pas rompu, qu'il continue sous une autre forme. Ça peut apaiser, donner un peu de paix, aider à avancer sur son chemin. Mais, et c'est vraiment crucial, il ne faut surtout pas se sentir frustré ou en manque ou même coupable si on ne perçoit rien de tangible. Chacun son rythme, en fait. Exactement. Chacun vit son deuil différemment et chaque relation, chaque connexion est unique. L'absence de signes manifestes, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a plus de lien ou plus d'amour, bien au contraire. Le lien d'amour reste le plus important, au fond. C'est ça, absolument. Selon toutes les perspectives qu'on a vues, c'est ça le cœur de la connexion. Ce lien, il se vit à l'intérieur, dans le cœur, dans les souvenirs, dans l'inspiration qu'on trouve encore chez la personne disparue. La connexion, elle peut prendre plein de formes, souvent très personnelles, très intimes. Donc, patience et ouverture d'esprit. Oui, voilà. Patience, ouverture et respecter son propre rythme. Et celui qu'on imagine être celui du défunt aussi. Il s'agit de cultiver une sorte de curiosité bienveillante, tu vois. Une ouverture à la possibilité, mais sans tomber dans l'excès inverse, à chercher des signes partout. C'est un équilibre à trouver. Bon, eh bien, nous avons exploré ensemble aujourd'hui ces idées assez émouvantes et ces témoignages autour de la possibilité d'un contact physique avec nos proches disparus. Une possibilité qui, d'après ce qu'on a vu, reposerait sur des notions d'énergie, sur notre intention, et puis sur la force incroyable de l'amour, des liens qui persistent au-delà de la séparation physique. Oui, Qu'on y croit ou pas d'ailleurs, qu'on ait vécu ça ou pas, je trouve que cette exploration nous rappelle au moins une chose. C'est que l'amour, lui, il cherche toujours des moyens de se manifester, de franchir les frontières. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière petite pensée pour la route. Au-delà même des sensations physiques, des signes extérieurs, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que le simple souvenir vibrant d'amour qu'on garde dans notre cœur, c'est déjà en soi une forme de contact? Un contact énergétique constant. oui, pourquoi pas? Un pont invisible, c'est vrai, mais bien réel, qui continue de nous façonner, de nous influencer, de nous relier à ceux qui sont partis. Une présence immatérielle peut-être, mais dont l'influence, l'amour, eux, restent bien tangibles dans nos vies.